Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter le sujet du syndrome de l'imposteur. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un sujet qui s'invite assez fréquemment dans le cadre de mes coachings, des bilans de compétences et aussi des séances de soutien psychologique. Et puis par ailleurs, parce que j'ai découvert récemment que 70% en fait de la population se serait déjà sentie concernée au moins une fois par ce syndrome, et qui plus est, les femmes plus fréquemment et plus affectées que les hommes, en seraient plus souvent affectées que les hommes. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous en parler. Je pense que c'est un sujet qui devrait vous intéresser. Alors le plan que je vous propose de suivre est le suivant. Déjà, on va voir ensemble de quoi parle-t-on quand on parle de syndrome de l'imposteur. Nous verrons ses causes et ses conséquences. Nous verrons les profils de personnes susceptibles d'éprouver des sentiments d'imposture. Et puis enfin, on verra quelques pistes pour justement surmonter le syndrome de l'imposteur. Alors déjà, première chose importante à dire, c'est que le syndrome de l'imposteur n'est pas une pathologie. En tout cas, il n'est pas reconnu et répertorié comme tel dans les classifications psychiatriques. Le syndrome de l'imposteur, il a été défini en 1978 par deux psychologues, Pauline Rose Clance et Suzanne A. Imes, comme un doute maladif qui consiste à nier la propriété de tout accomplissement personnel et à rejeter plus ou moins systématiquement le mérite lié à son travail et à attribuer ses succès à des éléments extérieurs comme la chance, ses relations ou des circonstances particulières. D'ailleurs, le professeur Pauline Rosclens a développé un test pour accompagner les personnes en souffrance et les aider à déterminer si elles possèdent ou non les caractéristiques de ce syndrome et si oui, à quel degré elles en sont impactées. Donc ça s'appelle l'échelle du professeur Pauline Rosclens du phénomène de l'imposteur. Alors, une des difficultés avec ce syndrome, c'est que, comme beaucoup finalement de souffrances dans lesquelles on peut être, c'est qu'on peut savoir cognitivement parlant que l'on n'est pas un imposteur, mais ne pas en avoir nécessairement la sensation physique, le ressenti physique, comme s'il y avait une sorte de déconnexion entre le corps et l'esprit. Alors la bonne nouvelle cependant, c'est que ce syndrome n'est pas stable et qu'il peut changer, c'est-à-dire prendre moins de place et, dans le meilleur des cas, disparaître. Alors, quelles sont les causes du syndrome de l'imposteur? Alors, il y a différents facteurs, des facteurs socioculturels et économiques, comme l'individualisme, l'esprit de compétition, comme le culte de la performance et la mise en concurrence des personnes entre elles, les normes sociales auxquelles il faut se conformer ou dont on pense qu'il faudrait se conformer, la pression que ça peut engendrer. Par exemple, je pense à des normes sociales qui, par exemple, nous disent que pour exister, pour être heureux, pour être reconnu, il faut être le meilleur, le plus intelligent, être riche, être admiré, etc. Ça peut être aussi l'utilisation excessive des réseaux sociaux qui peuvent conduire à se comparer aux autres, sachant que l'on trouvera évidemment toujours quelqu'un qui est ou qui fait mieux que nous, puisque je dirais qu'on est potentiellement euh, comparé, on peut en tout cas potentiellement se comparer avec quasiment l'ensemble de la planète. Et puis il y a aussi l'injustice et le storytelling qui nous fait croire que pour certains, la réussite est facile et qui de ce fait nous amène à nous dévaloriser. Il y a également des facteurs éducationnels et familiaux, comme une éducation très exigeante sur les résultats scolaires, qui ne seraient jamais assez bons, l'injonction à trouver un travail qui nous plaît, dans lequel on va pouvoir s'épanouir, mais ça peut être aussi des parents qui dévalorisent, qui humilient ou qui critiquent leur enfant. Et puis enfin, il y a des facteurs personnels, tels que le manque de confiance en soi, la comparaison excessive couplée à une dévalorisation de soi, ce qu'en analyse transactionnelle on appelle une position de vie moins plus, c'est-à-dire finalement j'ai moins de valeur que les autres. C'est aussi la peur de l'échec, la peur de la sanction, la peur de la punition. Ça peut être aussi l'insécurité matérielle, réelle ou
ou l'anxiété, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir, même si on n'est pas forcément insécure matériellement, mais on peut avoir la peur de le devenir. Ça peut être aussi le besoin de reconnaissance ou le besoin d'appartenance. Je pense notamment avec la peur du rejet, hein, qui peuvent être importants. Et puis ça peut être aussi ce qu'on appelle un pilote interne ou driver en analyse transactionnelle. Je pense notamment à celui qui nous dit sois parfait, et ce soit parfait qui peut être omniprésent, tyrannique et culpabilisant. Alors, les conséquences du syndrome de l'imposteur, elles peuvent être multiples. Alors, d'après Clance et Himes, le syndrome de l'imposteur présente principalement quatre conséquences qui vont se manifester à travers des comportements qui se renforcent les uns les autres en entraînant un effet boule de neige. Vous voyez, je ne l'ai pas mis sur le schéma, mais j'aurais pu ajouter, vous voyez, des flèches à double sens entre ces quatre bulles extérieures pour montrer voilà, à quel point finalement il y a un effet d'entraînement entre ces différents facteurs, différentes conséquences, pardon. Alors il y en a un qui est le fait de travailler avec acharnement, hein, par crainte d'être découvert comme escroc. Il y a le fait de porter un masque, hein, de se cacher derrière ce qu'on va appeler un faux self, comme le disait Winnicott, une sorte de personnalité d'emprunt, hein, qui fait qu'on n'est pas soi-même. Être et dire ce qu'on croit que les autres veulent que l'on soit ou veulent entendre pour éviter toute critique, confrontation ou défi. Ça peut être également d'user de son charme et de sa perspicacité pour gagner la faveur des autres et être reconnu. Ainsi, l'imposteur croit que personne ne peut le détester parce qu'il est agréable ou sympathique. Et puis enfin, ça peut être aussi de faire preuve de modestie, de soutenir les idées des autres, de minimiser peut-être ses propres capacités, d'éviter de montrer que l'on a confiance en soi afin que l'on ne puisse pas nous défier au risque à nouveau d'être mis à nu ou pris à défaut. Donc voilà pour les quatre types de conséquences que l'on peut observer et qui, comme je le disais, risquent de se nourrir les unes des autres. Alors, quelles sont les stratégies de défense que déploient les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur? Alors, dans son livre Cessez de vous déprécier, que je vous ai mis en bas de page, le psychologue Kevin Chassangre décompose le syndrome de l'imposteur en trois piliers. Il y a d'abord l'impression de tromper son entourage, hein, ce qui renvoie à la conviction de ne pas être à la hauteur. Il parle également de mauvaise attribution, c'est-à-dire le fait d'attribuer les situations vécues à des facteurs externes comme la chance ou le hasard. On appelle ça en psychologie le locus of control externe, hein, ou lieu de contrôle externe. Et puis, il y a évidemment la peur irrationnelle d'être démasqué. C'est cette crainte d'être démasqué d'ailleurs qui va pousser l'imposteur, ou en tout cas celui qui se vit comme tel, à mettre en œuvre des stratégies pour dissimuler l'escroquerie dont il se sent coupable. Alors ces stratégies, elles s'appellent également des stratégies de coping ou stratégies d'adaptation au stress. À ce propos, si vous voulez creuser ce point-là, je vous invite à aller regarder la vidéo 22 sur ma chaîne YouTube qui y est consacrée. Alors, une première stratégie qui est à gauche sur la diapo consiste à surcompenser, hein, on l'a vu tout à l'heure, par un travail acharné. On appelle ça l'overdoing. Ça consiste à investir une très grande énergie pour accomplir ce que l'on a à accomplir. Ça permet, si le succès est au rendez-vous, de l'attribuer à la grande quantité de travail que l'on a fourni et non à ses compétences, pourtant réelles. On peut parler ici de perfectionnisme, hein, avec comme risque à long terme le burn-out. Le burn-out est également un sujet, hein, sur lequel je proposerai très prochainement plusieurs vidéos. Une deuxième stratégie de défense, c'est ce qu'on va appeler la procrastination, hein, le fait de repousser à demain les choses que l'on a à faire. On appelle ça aussi underdoing. Et cette stratégie, elle va permettre à la personne d'anticiper et donc de se préparer à l'échec, pour lequel elle aura une explication toute faite. Et si la réussite est au rendez-vous, elle pourra aisément l'attribuer à la chance ou à un contexte particulier. On peut même observer parfois des stratégies de sabotage, hein. C'est-à-dire que la procrastination poussée à l'extrême, ça peut être aussi finalement d'être dans l'échec et de se confirmer au fond, hein, ce qu'on appelle pardon, la prophétie autoréalisante, le fait de se conforter ou de confirmer finalement ce que l'on croyait sur soi, à savoir que l'on est un imposteur et que l'on est potentiellement incompétent.
Dans les deux cas, en fait, ces stratégies, que ce soit perfectionnisme ou procrastination, elles sont liées au sentiment d'insuffisance que la personne a d'elle-même. Et malheureusement, bien que ces deux stratégies soient dites d'adaptation, en fait, eh bien, elles vont venir renforcer le syndrome. Hein, on l'avait déjà un petit peu évoqué, mais au fond, elles vont finalement nourrir le syndrome et lui donner encore plus de place. Alors, regardons maintenant quels sont les profils hein, ou les personnes susceptibles d'éprouver ce sentiment d'imposture. Alors, j'ai m'appuyer sur le livre du docteur Valérie Yang, dont le titre en français, hein, si je le traduis, pardon, Les pensées secrètes des femmes et des hommes qui réussissent. Pourquoi les personnes compétentes souffrent-elles du syndrome de l'imposteur? Et ce livre est paru en 2011 et elle a donc identifié 5 profils. Les perfectionnistes, justement, qui se fixent des attentes extrêmement élevées et même s'ils atteignent 99% de leurs objectifs, elles vont ressentir quand même cela comme un échec. Une toute petite erreur peut même les amener à remettre complètement en question leurs compétences. On a les experts qui ressentent le besoin de connaître chaque information avant de démarrer un projet, qui recherchent constamment de nouvelles certifications, de nouvelles formations pour améliorer leurs compétences. Ce sont des personnes qui ne postuleront jamais à un emploi s'ils ne répondent pas à l'ensemble des critères demandés. Ce sont des personnes qui vont hésiter à prendre la parole ou à poser une question en classe ou en réunion, de crainte de paraître stupide. On a ce que je vais appeler les génies naturels, les personnes qui ont eu des facilités, qui lorsqu'elles doivent lutter ou travailler dur pour accomplir quelque chose, pensent que cela signifie qu'elles ne sont pas assez bonnes. Ces personnes sont tellement habituées à ce que le travail leur soit facile que lorsqu'elles doivent faire des efforts, fournir des efforts, ben, leur cerveau leur dit que c'est la preuve qu'elles sont une imposture. Il y a ce qu'on va appeler les solistes hein, ou les solitaires qui pensent qu'elles doivent accomplir des tâches seules et que si elles ont besoin de demander de l'aide, ça signifie qu'elles sont dans l'échec ou dans l'imposture. En analyse transactionnelle, à nouveau, on va parler du driver soit fort, hein, des personnes qui ont le sentiment qu'elles doivent réussir seules en fait, hein, et que c'est un signe de faiblesse en fait, que de se faire aider ou de dire qu'on ne sait pas ou qu'on n'y arrive pas. Et puis, on va avoir ce que je vais appeler les surhumains qui se forcent à travailler plus dur que leur entourage pour prouver qu'ils ne sont pas des imposteurs. Ils ressentent le besoin de réussir dans tous les aspects de leur vie, au travail, en tant que parents, en tant que partenaires, et ils peuvent se sentir de ce fait stressés lorsqu'ils n'accomplissent pas quelque chose. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous vous sentez concerné ou que vous faites partie d'un ou plusieurs de ces différents profils. Donc, vous serez, je l'espère, intéressé par les pistes hein, qui peuvent vous aider à surmonter le syndrome de l'imposteur. Alors, j'en ai identifié quelques-unes. La première, c'est de s'accepter tel que vous êtes, hein, d'identifier avec objectivité, lucidité vos points forts, vos atouts, lister ce que vous avez réalisé, ce pourquoi vous pouvez être considéré comme compétent. C'est de reconnaître également vos points faibles, de réfléchir à la façon dont vous pouvez les combler, notamment s'ils vous gênent ou s'ils vous posent problème dans votre vie personnelle ou professionnelle. C'est également de savoir tirer les enseignements positifs de vos erreurs et ou de vos échecs. Ça, c'est une première piste. Une deuxième piste, c'est de légitimer vos réussites pour gagner en assurance. Pour surmonter le syndrome de l'imposteur, vous devrez également apprendre à regarder ce que vous faites de bien et vous en féliciter. Il ne s'agit pas d'occulter les axes d'amélioration, mais de donner la part belle à ce que vous avez réussi et de développer un sentiment de fierté. Pour constater que vous n'avez aucune raison d'avoir le syndrome de l'imposteur, portez votre attention sur ce qui est concret et positif, ce qui a été réussi, ce que vous avez appris, ce qui vous permet de progresser. C'est aussi se libérer des pensées négatives. Le syndrome de l'imposteur est également synonyme de pensées négatives et pour le surmonter, il est essentiel de procéder en deux temps. Un premier temps, c'est de vous libérer des pensées et croyances négatives ou pensées limitantes. Demandez-vous quelles sont les tâches, les missions, les situations qui vous angoissent, qui vous inquiètent et essayez de cerner les raisons pour lesquelles vous éprouvez ces craintes. Qu'est-ce que vous vous dites? Quelles sont ces pensées qui vont alimenter ces peurs?
Par exemple, une pensée, ça pourrait être, s'il voit que je ne sais pas faire telle chose, il va penser que je suis nulle. Je n'y arriverai jamais. Ça peut être aussi, si je me plante, c'est foutu. Ça peut être, oh, je suis vraiment le plus mauvais, le plus nul de l'équipe. Donc ça, ce sont des pensées limitantes, négatives, qui peuvent vous freiner, hein, et créer de l'anxiété. Un deuxième temps, c'est de transformer ces pensées négatives en pensées positives. Alors, si je les reprends, si par exemple vous vous dites, s'il voit que je ne sais pas faire telle chose, il va penser que je suis nul. Bah, peut-être vous pourriez plutôt vous dire, une fois qu'il m'aura expliqué comment faire ça, je serai en mesure de me débrouiller toute seule. Si vous vous dites, je n'y arriverai jamais, bah, peut-être vous pourriez vous dire, ça va pas être facile, certes, c'est angoissant, mais je vais faire mon maximum pour y arriver. Si vous vous dites, si je me plante, c'est foutu. Peut-être vous pourriez vous dire, ce projet a des enjeux importants, et puis on peut peut-être les lister, hein, pour les objectiver, et puis je vais donc, bah, préparer ce projet avec soin, hein, en me projetant dans l'action, hein, et en me listant les différentes actions que je pourrais mettre en place. Si vous vous dites, je suis le plus mauvais de l'équipe, bah, peut-être vous pourriez vous dire, il n'y a pas de raison que je sois inférieur aux autres, j'ai mes points forts et mes points faibles, comme tous mes collègues au fond. Une autre manière de surmonter ce syndrome, c'est d'apprendre à lâcher prise. Alors pour cela, on peut adopter certaines techniques, hein, de régulation du stress, comme la respiration ventrale, la cohérence cardiaque, la visualisation, la relaxation, la méditation, le sport. D'une certaine manière, lâcher prise ici, je l'entends par euh, ne pas revenir sur des choses du passé qu'on aurait peut-être ou qu'on considère comme éventuellement mal faites, ne pas non plus se projeter dans une espèce d'anxiété d'anticipation, mais finalement de se reconnecter à l'état présent. Ce qui peut permettre justement d'apaiser quelque part le mental en se concentrant sur le corps, sur ses sensations, sur sa respiration. Et donc ça peut aider à certains moments justement où on a notre cerveau, voilà, qui va nous amener justement à reconsidérer le passé ou à se projeter dans le futur, et notamment quand ces deux modes de fonctionnement de notre esprit nous amènent à vivre des émotions désagréables comme par exemple la peur. Cinquième piste, hein, c'est d'apprendre à demander de l'aide, ou d'apprendre à demander du feedback positif et l'accueillir aussi, hein, l'accueillir et l'accepter en fait. Euh, donc les preuves d'encouragement, les preuves, les félicitations, les témoignages, les recommandations, tout ça, ce sont des signes de reconnaissance qui peuvent nourrir l'estime de soi. Donc c'est à la fois important de savoir en demander, euh, parce qu'il y a des personnes, voilà, qui ont des difficultés en fait à demander du feedback positif, qui ne savent pas, hein, le faire, ou qui considèrent que quand on leur en donne, c'est pas forcément sincère. Des personnes aussi qui souvent n'osent pas elles-mêmes complimenter ou qui voient pas forcément quel intérêt il peut y avoir. Or, c'est extrêmement important d'oser en demander, de les accepter quand vous les recevez. Et puis aussi, on l'a vu tout à l'heure dans le fait de développer une forme d'auto-bienveillance, mais de savoir aussi se dire qu'on est fier de soi, qu'on est fier de ce qu'on a fait, qu'on est content d'avoir réussi, qu'on est heureux d'avoir peut-être relevé tel ou tel défi. Donc voilà, d'avoir cette fierté et d'avoir aussi cette capacité de se donner, hein, des signes de reconnaissance positifs. Alors, sixième piste, c'est de créer ou de s'engager dans une communauté. Donc ça permet de nourrir le besoin d'appartenance, hein, de sortir de l'isolement et puis de relativiser aussi ce que l'on pense de soi, à la fois parce que justement, on peut recevoir du feedback positif, puis aussi de s'apercevoir que les autres, ils ne sont pas forcément ni parfaits, ni meilleurs que soi, en fait. Comme on est souvent notre pire ennemi, on s'aperçoit qu'en fait, les autres, ils sont souvent beaucoup moins critiques à notre égard que nous le sommes vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, s'inscrire dans une communauté est quelque chose qui peut être intéressant. Alors, à condition, bien sûr, de s'entourer et de trouver une communauté qui soit bienveillante et authentique, parce que sinon, évidemment, ça peut être plus dommageable
que d'être seul au fond. Donc, créer, s'engager dans une communauté, c'est aussi une occasion qui peut nous être donnée de rencontrer des personnes qui doutent, qui partagent aussi leurs questions et leurs difficultés. Et c'est un lieu aussi qui peut être un lieu sécure dans lequel vous pourrez apporter votre contribution, peut-être tester des choses, partager vos talents, recevoir des retours positifs ou des conseils constructifs pour justement vous améliorer. Donc ça peut être extrêmement soutenant en fait de faire partie d'une communauté qui vient justement vous amener de la considération et peut-être de l'aide également. Alors ça peut être voilà, une communauté professionnelle hein, avec des personnes qui partagent un métier similaire au vôtre, ça peut être des amis, ça peut être des personnes de sa famille, je dirais peu importe, hein, à partir du moment où elle joue son jeu, son rôle en tout cas, voilà, de communauté soutenante, bienveillante hein, à votre égard. Septième piste, c'est de se fixer des objectifs réalistes, hein, notamment pour les personnes perfectionnistes. Bah, c'est important d'avoir en tête que bah, la perfection n'existe pas et que s'échiner à rechercher la perfection, c'est une quête sans fin qui ne peut mener qu'à la déception, à la frustration, voire à l'anxiété. Donc, l'idée, c'est évidemment euh, c'est pas de renoncer à la perfection dans le sens où l'idée ce serait d'être médiocre, hein, mais plutôt peut-être de viser l'excellence, hein. On peut être ambitieux et dimensionner raisonnablement ses objectifs tout en relativisant les enjeux. Donc, pour vous fixer des objectifs, vous pouvez, par exemple, programmer les différentes étapes de réalisation vers un projet, hein, par exemple, que vous pouvez avoir. Et puis, si vous avez besoin de renforcer certaines de vos compétences, ben, entreprendre une formation, demander de l'aide, demander des conseils dans votre entourage ou auprès de personnes qui peut-être elles-mêmes ont déjà réalisé des projets similaires. Donc l'idée ici, c'est de tenir les rênes, en fait, de prendre des décisions et puis d'agir de façon à ce que vous puissiez vous attribuer les réussites, en fait. Et puis, un dernier point, ben, c'est d'entamer un travail personnel hein, pour justement bah, apprendre à lâcher prise, apprendre à se fixer des objectifs, euh, recevoir des feedbacks positifs, enfin, voilà, pour vous aider en tout cas sur ces différentes pistes, mais c'est aussi pour peut-être identifier, comprendre et rassurer vos peurs, peut-être travailler sur vos croyances limitantes, pour travailler, booster l'estime de soi, pour peut-être vous reconnecter à vos ressources, peut-être prendre aussi du recul par rapport à ce syndrome qui s'invite trop souvent dans votre vie, peut-être pour décoller aussi cette étiquette je suis un imposteur. Ça peut être aussi pour vous aider à trouver votre raison d'être, donner du sens à votre vie, hein, en utilisant par exemple l'ikigai. Ça peut être d'ailleurs, et c'est tout ça très lié, de vous engager dans un bilan de compétences. Donc voilà, toutes ces pistes-là peuvent vous aider justement à surmonter le syndrome de l'imposteur. Donc nous voici arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura donné des clés de compréhension et puis des pistes hein, pour être moins affecté par ce foutu syndrome de l'imposteur, je pourrais dire. Alors, si évidemment le cœur vous en dit, si vous avez envie d'entamer un travail personnel, d'être accompagné, ben, vous pouvez bien évidemment me contacter via mon site internet mariettestrup.com, via ma chaîne YouTube. Donc là, bah, vous en avez les coordonnées. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi sur Doctolib si vous le souhaitez. Je consulte aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Et puis, vous pouvez également, évidemment, si vous souhaitez, entamer un bilan de compétences, bref, toutes ces choses que je propose en tant que psychologue du travail, puisque je suis également formatrice, coach et consultante en bilan de compétences, et je propose donc, comme je vous le disais, des consultations psychologiques. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.